J'ai réussi à aller jusqu'à Matignon, faire porter la voix de cette filière. La foire de Canton, c'est quelque chose. C'est le plus gros salon commercial du monde. Il y a tout ton modèle de business qui s'effondre. Il n'y a plus d'activité. Pour moi, c'était l'expérience la plus marquante de ma vie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Laila Costa Pereira. Laila, c'est vraiment une entrepreneuse française d'exception. La preuve, c'est qu'elle a été récemment listée dans le prestigieux classement Forbes des 40 femmes qui ont marqué l'année 2025. Elle a fait ses débuts dans l'entrepreneuriat en créant une boîte dans le télécom où elle connaîtra du succès et des gros rebondissements pour finalement, après plusieurs années, faire une transition dans le photovoltaïque. Aujourd'hui, TPMG Énergie s'est imposé comme un acteur de référence pour des projets solaires, agricoles, industriels et tertiaires. Dans ce podcast, elle nous raconte toutes les galères qu'elle a pu rencontrer dans son parcours, la fois où elle est carrément allée à l'Elysée pour demander du changement, son développement au Maroc, ses voyages en Chine, bref, je vous laisse découvrir ça en vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner, ça nous donne énormément de force. Je vous laisse profiter du podcast, c'est parti. Laila Costa Pereira, comment tu vas? Ça va, merci. Ravi de te recevoir sur Il-A-26 TV. C'est gentil, Annie. Un vrai plaisir. Je suis ravie d'être là parmi toi. Merci de nous accorder ton temps. Donc écoute, ce que je te propose, je te présente très rapidement. Et après, on va revenir sur ton parcours, voir justement comment est-ce que tu en es arrivé là. Donc, je te laisse te présenter déjà. Alors, je m'appelle Laila Costa Pereira, j'ai 42 ans et je suis chef d'entreprise d'une entreprise qui s'appelle TPMG Énergie. Et on développe et on construit des centrales photovoltaïques à l'échelle nationale. Eh ben, super, très clair. Donc, j'imagine, dirigeante de cette boîte ou dirigeante ou présidente Présidente, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tu vas nous expliquer un peu ton parcours. Donc déjà, comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que tu es rentré directement dans ce milieu de l'énergie solaire, de l'énergie tout court ou pas du tout? Comment est-ce que ça a commencé un peu ton parcours? Oula, comment t'expliquer? Alors, il faut partir de la base. Ouais. La base même, c'est déjà mon parcours, en fait, parcours professionnel, hein, mais qui s'apparente à mon parcours personnel finalement, parce que quand on est chef d'entreprise, le parcours personnel, professionnel, c'est vraiment lié. Moi, je ne suis pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Je n'ai pas un cursus d'ingénieur du tout, ni dans les énergies renouvelables. Et je suis infirmière diplômée d'État à l'origine. D'accord, rien à voir. Rien à voir. J'étais dans la santé, rien à voir. Et du coup, donc, j'avais passé mon concours d'infirmière après mon baccalauréat, bien longtemps après même. Et du coup, donc, quand je suis arrivée déjà dans ma promotion, on était 90 à l'origine, et il y avait 7 garçons sur les 90 élèves infirmiers et infirmières. Donc, on était vraiment dans un milieu très, très genré. J'ai toujours été attirée par les milieux genrés, c'est juste incroyable. Et donc, voilà, j'ai eu mon diplôme avec mention. J'ai fini dans les 3 premières de ma promotion. Mon mémoire a fini à l'hôpital de Pontoise dans les archives. Voilà, pour moi, ma route était toute tracée. J'étais super contente, un métier qui me passionnait, etc. Mais je me souviens un jour que ma cadre me disait « Là, tu finiras pas infirmière toute ta vie. Tu as une âme de leader, je sais pas, ça va te saouler très, très rapidement. » Je me disais 3 ans d'études quand même, faut pas déconner, c'est un métier, je kiffe ça, etc. Donc non, je me voyais pas. Et au final, au fur et à mesure, j'ai compris que je comprenais un petit peu ce qu'elle disait et je pensais devenir cadre, en fait, cadre de santé. Et mon mari, lui, qui travaillait à l'époque dans les infrastructures de télécommunications, alors, à l'origine, ça s'appelait France Télécom, etc. Donc, quelqu'un qui est très, très technique. Il avait créé une entreprise avec un collaborateur. Et donc, ils ont eu un premier marché en Normandie. Mais malheureusement, cette personne-là a eu quelques soucis personnels, etc. Donc, il a fallu qu'il parte au bout de 6 mois, déménagement, etc., etc. Et puis, mon mari me dit, c'est dommage quand même, on vient de créer l'entreprise, on a un beau contrat. Et puis moi, c'est quelqu'un de technique. À un moment donné, voilà, on ne peut pas avoir la tête dans le guidon et puis gérer une entreprise et puis chacun son métier finalement. Et il me dit, c'est quand même assez dommage. Il dit, il faudrait que je trouve quelqu'un, c'est pas facile de s'associer avec des gens, etc. Et puis je dis, moi, ça me botte bien. Okay. Voilà. Moi, je serais d'avis de rejoindre l'aventure. Moi, avec 6 mois, ils étaient que 2, il n'y avait personne d'autre. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis rentrée, j'ai repris les parts de son associé qui est parti. Tout était à faire, finalement, parce qu'ils n'étaient que 2 personnes. Ils se géraient eux-mêmes, en fait. Et puis, pendant 1 an, je travaillais à l'hôpital de nuit. Et j'allais travailler la journée pour développer l'entreprise pendant 1 an. Donc, aller faire de recrutement,
s'associer avec faire des partenariats avec du Pôle emploi, avec des centres de formation, voilà, je faisais absolument tout. Et puis au bout d'un an, quand j'ai commencé à avoir au fur et à mesure des salariés, qu'on commençait à tourner un petit peu, qu'on pouvait un petit peu se générer du salaire, parce que c'est pas évident quand on commence et Bien sûr. qu'on reprend de tout. Et puis c'était pas mon milieu, donc il a fallu quand même que j'apprenne des codes, etc. Donc au bout d'un an, j'ai arrêté mon métier d'infirmière et je me suis consacrée pleinement au développement de l'entreprise. Mais comment tu te reposes pendant cette année où tu travailles la nuit, tu travailles le jour? Je me repose dans mon bureau, quoi. Je suis allongée la tête, je suis allongée la tête sur mon bureau. Je fais des pauses comme ça dans la journée. Après, c'est un métier qui était très technique. Alors, c'était pas du tout dans les énergies renouvelables, ça, il faut le savoir. Donc, c'était vraiment dans la construction de réseaux. En région Normandie, on n'était pas du tout sur de la fibre. C'est une des régions qui a été fibrée vers la fin, en fait, du plan France Très Haut Débit. Donc, on avait un réseau cuivré. Donc voilà, c'était d'autres compétences, c'est des compétences vraiment acquises au temps de France Télécom, etc. Donc on faisait tout le réseau du GC, la plantation de poteaux, des interventions en boucle locale, c'est-à-dire vraiment en réseau, et puis de l'intervention client. Et donc je gérais un peu tout ce backup en fait, parce qu'on avait des techniciens qui étaient itinérants. Les techniciens dans les télécoms, ce sont quand même des techniciens qui ont surtout dans le milieu du cuivre, ce sont des techniciens qui ont des formations et des compétences qui sont vraiment bien développées. Et donc, ils sont un peu autonomes quand même, malgré tout. Mais voilà, on a quand même toute une gestion derrière avec des process qu'on mettait en place, un partenariat avec un grand groupe qui détenait le marché pour un grand opérateur. Donc voilà, je commençais à prendre un peu le pli de la chef d'entreprise, on va dire ça comme ça. Tu découvres le métier, parce que tu n'as rien à voir avec ce métier. Je découvre le métier. Il faut que ça me parle technique. Il faut que je sois aussi dans le métier, dans le milieu même, parce que on a quand même un donneur d'ordre en face de nous pour lequel on doit représenter l'entreprise. Donc si on ne sait pas de quoi on parle tout de suite, ça va pas. Et puis en plus de ça, il faut comprendre que c'est un métier très très masculin. Pour le coup, c'est vraiment très masculin. Et donc, voilà, quand on arrive, on ne vient pas de ce milieu, on vient du milieu médical. Faut savoir se faire accepter, il faut savoir se faire entendre, écouter, respecter. Tu as limite le syndrome de l'imposteur. Enfin, tu vois, c'est tout un ensemble qui fait que c'est compliqué au départ. Mais mon expérience du passé, c'est-à-dire tous les métiers que j'ai pu faire quand on est jeune, pour payer ses études, le fast-food, pour pas dire une grande enseigne, de la restauration, et puis mon métier d'infirmière qui fait que voilà, on est dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la relation humaine. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée aujourd'hui à construire cette première étape dans la gestion de l'entreprise en tant que chef d'entreprise. Et comment ça se passe? Les résultats sont bons Au départ, ouais, on est bien. Ça marche direct. Ça marche direct. Le client est content de nous parce que forcément, quand on part de zéro, on part, et surtout quand on n'est pas du métier, on part avec des bons process, quoi. Les qualifications qu'il faut avec, on fait des beaux partenariats avec la région, on devient ambassadeur métier pour la région, on fait découvrir le métier on allait dans un bus qui était prévu par la région et on faisait découvrir dans les quartiers des régions normandes le métier, etc. Donc, on faisait des partenariats avec des centres de formation. Donc, voilà, on faisait entendre parler de nous également. Et donc, non, ça partait très bien. Après, je dis pas qu'on a explosé aussi, parce que forcément, quand on a un contrat, et puis on voulait pas s'éparpiller pour faire de la qualité. Il fallait pas trop non plus s'éparpiller, prendre tout et n'importe quoi. Au départ, quand on est chef d'entreprise, on a tendance à dire oui à tout. Et c'est ça c'est une erreur fondamentale. Et donc, moi, je savais que voilà, il fallait y aller step by step. Donc, on y allait tout doucement, crescendo, tout va bien. On s'est développé comme ça jusqu'en 2021. On était assez tranquille, ça tournait. Ça fait combien de temps? Excuse-moi, tu as commencé 2015. Donc quand même 6 ans, d'accord. Ouais, voilà. D'accord. 6 ans où ça fonctionne, on est assez bon, assez réactif, on se développe de plus en plus, etc. Et puis est arrivée la fin du plan France Très Haut Débit. On n'a pas été consulté, il y a énormément d'intervenants dans le milieu, la fibre et commence à arriver dans plein de régions de France. Donc, les entreprises switchaient du cuivre vers la fibre. Et la fibre, il fallait la déployer très rapidement. Le problème de cette filière, c'est qu'elle ne s'est pas structurée.
Donc, il n'y avait pas réellement de diplôme, il n'y avait pas vraiment de qualification. Et on s'est retrouvé avec une problématique de qualité sur tous les réseaux au niveau national. Mais nous, on a été impactés très longtemps après, parce que, comme je le disais, la Bretagne, la région Normandie, etc., c'est des régions qui ont été fibrées assez tard. Et arrivé sur le plan France très haut débit du gouvernement vers la fin 2021, eh bien, il y a eu en même temps les reconductions des marchés des grands opérateurs. Et on avait quand même un gros client qui avait pratiquement 80% des marchés au niveau national et sur lequel pratiquement tous ces marchés n'ont pas été reconduits. Et c'est ça aussi l'erreur que j'ai pu faire, puisque j'en ai fait des erreurs en tant que chef d'entreprise. Dans tout le monde. Voilà. J'en ai fait beaucoup. Et quand on est chef d'entreprise et qu'on a la tête dans le guidon, qu'on a une activité qui tourne, qui roule, on ne va pas voir plus loin. On ne se dit pas attention, ou alors on se dit c'est le moment de voir un petit peu diversifier nos activités. Ça marche, donc pourquoi pas. On ne se dit pas on va rester comme ça combien de temps en fait. Et donc c'est l'erreur que j'ai faite au final, c'est de me dire je ne me suis pas diversifiée avant. Et quand les retours de marché sont apparus, on nous a dit que le client principal, en tout cas en région Normandie, comme 80% du territoire national, n'allait pratiquement plus être conduit. Pire encore, eux là, ça leur a mis vraiment une claque et du coup, ils se sont mis en procédure de sauvegarde. Bon, à l'époque, quand on est chef d'entreprise, malgré qu'on puisse avoir de la bouteille un peu derrière sur ton activité, tu maîtrises beaucoup de choses, etc. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Bien sûr. Il y a des termes que tu ne vas pas maîtriser, tu vas apprendre au fur et à mesure. Et puis, on t'annonce comme ça, dans une visio, l'entreprise se met en procédure de sauvegarde. Tu te dis, mais c'est quoi, en fait, la procédure de sauvegarde? On appuie sur un bouton pour sauvegarder. Tu vois, ça y a un data center derrière. On va sauvegarder quoi, en fait? Non, on ne t'explique absolument pas. On était, je ne sais pas, 200, 300 entreprises lors de cette visio. Chacun commence à poser des questions. On ne peut pas te répondre, tu vois. C'est la panique. Et puis, tu commences à rechercher sur Google. Tu te dis, c'est quoi la procédure de sauvegarde là? Puis on te dit, c'est une procédure qui, limite, ressemble à la liquidation judiciaire. Et au final, tous les fournisseurs ne seront plus payés. C'est quoi les fournisseurs? C'est nous, en fait. C'est les fournisseurs de matériel, absolument tout. Et la sous-traitance de la main-d'œuvre propre en fait partie. Et là, tu te dis, quoi? On va pas nous payer? Ah ouais, on va pas vous payer, c'est gelé. Sauf qu'il faut savoir que, comme dans le bâtiment, ce sont des métiers où tu es payé, ça dépassait des fois les 90, voire les 120 jours de travaux, de paiement, fin de travaux, etc. Donc là, on se dit, quand même, c'est 3 ou 4 mois de chiffre d'affaires qui vont être bloqués. Et quand tu as ça comme activité, tu te dis, mais comment tu vas faire pour payer tes salaires, quoi? Bien sûr. Tu vas dire quoi, tes salariés? On était pratiquement plus d'une 60aine de salariés. Tu n'as plus d'entrée. Tu vois, et elle est là, mon erreur. C'est de se dire, tu n'avais pas diversifié à côté. Et puis, si t'arrive quelque chose un jour, tu sais que tu peux switcher quand même, tu vois. Mais quand tu n'as que ça comme activité, c'est très, très compliqué. Alors, on avait d'autres contrats sur d'autres régions, en Bretagne, mais ça ne suffisait pas à couvrir tout ça, quoi. Quand tu as ton plus gros chiffre d'affaires qui... Ouais, non, c'était assez compliqué. En fait, tu as vécu un peu ce qui arrive maintenant. Je ne sais pas si tu veux renseigner un peu aux boîtes. J'imagine que tu suis un peu l'actualité, surtout dans les boîtes des énergies qui travaillent un peu sur MaPrimeRénov' avec l'ANA. C'est-à-dire qu'ils ont des fonds de roulement qui étaient de base, 90 jours, 120 jours, ce qui est déjà énorme, mais pour eux, c'est la normale. Et maintenant, on passe sur 8 mois, 1 an. Et forcément, les boîtes mettent la clé sous la porte. Ouais, non, c'est exactement ça. C'est ce que tu as vécu C'est ce qu'on a vécu, effectivement. Et c'était très difficile, parce que déjà, c'était une première en France, et c'était une première pour nous. Et en fait, on s'est un petit peu rassemblés autour de ces entreprises qui étaient tous impactées, finalement. Et puis, je n'ai pas voulu baisser les bras, quoi. Je me suis dit, mais on n'a pas du matériel, quoi. Nous, on a des gens derrière, on a des familles, il y a des familles, il y a des crédits. Nos salariés ont des crédits de maison, ils nous ont fait confiance, on ne peut pas abandonner, quoi. Tu vois, à peu près à ce moment-là, tu as combien de salariés à peu près? Ouais, j'ai 60 salariés et à l'échelle nationale, sur toutes les entreprises qui étaient impactées, ça représente à peu près 40 millions de chiffre d'affaires de bloqués à l'échelle nationale. On était à peu près 280 entreprises impactées, mais sur toutes les régions de France, quoi. Donc, on a réussi à s'organiser, à faire les choses correctement, à monter une sorte d'association pour se faire entendre, parce qu'il y avait que ça qui pouvait fonctionner, et essayer de comprendre et essayer d'avoir des solutions. Parce que là, tu vas avoir ton expert comptable, tu vas avoir ta juriste, ils te disent, ils ne peuvent rien faire. C'est une procédure qui existe. Et ça, il faut le savoir aussi en tant que chef d'entreprise. C'est que
c'est des procédures qui existent. Ça peut arriver. Ça peut arriver, effectivement. Et on te dit, on ne peut rien faire. Voilà, il y a des lois, il faut suivre des procédures, il faut envoyer des factures à tel organisme. Et là, tu te dis, mais non, tu n'as pas le temps, en fait. On ne peut pas attendre d'avoir un retour, là. Et donc, on a réussi à se faire entendre en envoyant plein de courriers, en essayant de donner un peu de voix dans les réseaux, etc. Donc, du coup, j'ai réussi à aller jusqu'à Matignon pour faire porter la voix de cette filière, de toutes ces entreprises qui étaient impactées. De Matignon, j'ai un peu raconté cette histoire, voilà, que le plan France Très Haut Débit, c'était nous, et qu'on était là pour répondre au plan du gouvernement, et qu'aujourd'hui, on n'a pas de vision, on n'a pas de réponse. Et puis, on m'a orienté directement vers le cabinet du ministère de l'économie. Donc, le cabinet, à ce moment-là, c'était Bruno Le Maire, qui a suivi ça de près et qui nous a mis en contact avec l'opérateur en question, et qui, par la loi 1975, c'était assez long, on va dire à peu près 3 mois de négociations, etc. Et donc, ça a permis quand même de débloquer la situation sans attendre la procédure de savoir si notre client principal allait se retrouver en liquidation judiciaire, puisqu'il y a un temps avant que ça se prépare. Ça peut dire 1 an, une procédure de sauvegarde. Donc voilà, avec l'État et l'opérateur, d'un commun accord pour ne pas impacter tous ces intervenants et toutes ces entreprises, comme un accord, débloquer directement le paiement direct. Et donc, en fait, j'avais géré un peu le paiement direct de toutes ces entreprises en validation. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, c'était une histoire qui était tout autant humaine, déchirante par moments, parce qu'on faisait face à des entreprises qui étaient en grande difficulté. Mais aussi, ça a été une belle expérience pour moi, parce que je me suis dit, en fait, on est capable de tout. Si on ose, tant qu'on est dans l'action. Si on n'est pas dans l'action, il n'y a rien qui bouge. Et quand on est dans l'action et qu'on le fait politiquement correct, avec de l'humain derrière, une sincérité, mais qu'on passe à l'action. Et c'est là où je me suis dit, en fait, on peut tout faire dans la vie. Alors, comment on arrive à aller parler à Matignon? Parce qu'il y a plein de sociétés qui aimeraient bien aussi le faire en ce moment. En fait, du coup, après, il faut savoir qu'ils sont très accessibles. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais la vérité, ils sont très accessibles. Surtout quand il y a quand même des problématiques sociales derrière, quand même sociales, économiques, d'envergure. Donc, voilà, ça ne s'est pas fait du coup du jour au lendemain. On essaye d'activer... Alors, j'avais absolument pas de réseau, moi, à ce moment-là. Comme je disais, je gérais ma boîte en région Normandie. J'avais pas créé un écosystème relationnel derrière. Et en fait, à force d'aller demander à des journalistes de venir nous voir, de parler de notre aventure, d'aller avec nous sur le terrain, etc., etc. Donc, on avait fait même intervenir une grande chaîne de télévision. Voilà, on avait essayé vraiment de faire parler de nous en demandant, on veut juste un rendez-vous pour pouvoir vous expliquer ce que nous, on est en train de vivre et s'il y a des possibilités de nous accompagner. Parce que la grande entreprise en question était accompagnée par le gouvernement, mais les dommages collatéraux, par ricochet, n'étaient pas accompagnés, quoi. Et elle était là, la problématique. Parce que tout était vraiment concentré sur le plan économique et social, un PES, de cette grande entreprise. Mais on représentait plus de salariés que cette entreprise même. Ouais. Voilà. Donc, elle était là, la problématique. Et c'est là que je reçois un mail. Alors, non, je me trompe. Ouais. Alors, à ce moment-là, on a le président de la République qui reconduit son deuxième mandat. Okay. Et la première sortie qu'il a faite à ce moment-là, première sortie officielle, il est venu à Cergy-Pontoise. Okay. Et à Cergy, on m'a appelé, on m'a dit, Leïla, on était en plein dedans, nous. On était en train d'essayer d'aller frapper aux portes, au secours, aidez-nous, quoi. Et on était en plein dedans. Et en fait, quand il est venu à Cergy, bref, c'est même Cergy-Saint-Christophe, je crois. Du coup, on m'a dit, voilà, il est là, il faut absolument l'intercepter et parler de nous, quoi. Et moi, je ne pouvais pas parce que j'étais en plein rendez-vous de négociation avec notre agence en Normandie. Du coup, on a réussi, parce qu'on avait créé un réseau à ce moment-là, vraiment un réseau national de tous ces intervenants-là qui étaient impactés. Et donc, tu actives le réseau, on avait un groupe WhatsApp, etc. Donc, tu actives le réseau, tu vas voir la personne qu'il faut. Et là, tu lui dis, écoute, il va être à Cergy,
à ce moment-là, il faut absolument l'intercepter et il faut lui parler de nous. Mais il faut absolument filmer l'intervention. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Donc, on a filmé l'intervention. Voilà, Monsieur le Président, vous savez ce qui se passe dans les télécoms. Il faut nous accompagner, s'il vous plaît. Enfin, là, bref, voilà. On a encore la vidéo? Ah ouais, on a encore la vidéo. On la mettra. Et puis à ce moment-là, on reçoit la carte du président, voilà, qui nous donne son conseiller à Matignon. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Exactement. Donc, quand il donne la carte, c'est pas pour rien. C'est d'office. Ouais. À ce moment-là, c'est d'office. Donc, moi, j'envoie un mail en disant voilà, on a été. Alors, d'office. Il y a un petit laps de temps avant, hein, tu vois. Mais t'envoies un mail. Et là, tu dis bon, voilà, le président nous a donné votre carte. Il faudrait qu'on puisse vous rencontrer, etc. Donc, on ne reçoit pas de retour pendant un mois. Et puis là, tu actives ton réseau social. Et puis, tu mets la vidéo. Et là, tu dis, s'il vous plaît, quoi, on fait ce qu'on a pu. Vous nous avez promis de nous accompagner. Le lendemain, on a reçu un mail. Ah, super. Le lendemain. Et c'est là, tu te dis, finalement, tout se voit dans les réseaux. C'est pour ça que c'est hyper puissant, mais c'est hyper dangereux également. Et donc, c'est là où tu te dis, et c'est là où j'ai compris la puissance du réseau. Et donc, le lendemain, on reçoit un mail en disant, OK, c'est très bien. Et là, on te donne 3 dates. On te dit, on veut bien vous recevoir. Et là, tu te dis, on a enfin... En tout cas, alors je dis pas une porte de sortie, parce que je savais absolument pas. On a tendance à se dire bon, quand ils sont là-haut, ils te promettent des choses, au final, t'as rien, tu vois. Donc tu te dis quand même, il y a quand même un interlocuteur derrière. Tu es allée seule? Ah non, j'ai été accompagnée parce qu'on avait fait une petite délégation, voilà. Donc j'étais accompagnée par 2 chefs d'entreprise. Donc on y va et puis on explique et on a été très très bien reçus. Ça a été très, très rapidement après. Donc, ce que je te disais, on est parti auprès au cabinet du ministère de l'économie qui nous avait mis en relation avec le gros opérateur. Donc, à ce moment-là, on se dit, c'est OK, les entreprises vont être sauvées, mais on l'a compris, enfin, moi, je l'avais très vite compris, qu'il faut vite se réinventer. Et c'est aussi de la responsabilité aussi du chef d'entreprise. On te dit là, on te sauve la mise, ok, on va éviter la casse, mais ça ne veut pas dire que demain, on n'est pas responsable de l'avenir, exactement. Le plan France Très Haut Débit arrive à sa fin, maintenant, ça reste aux opérateurs de gérer ça, et ça, ce sont des contrats privés. Et donc, voilà, les tarifs, le tarif de l'activité baisse à plein régime, c'est limite plus rentable, donc tu prends des risques pour tes salariés, etc., etc. Donc, tu te dis, non, il va falloir que je fasse autre chose. Et en fait, au cours des discussions que j'ai pu avoir au sein des ministères de Matignon, etc., j'ai senti l'engouement de notre filière vers les énergies renouvelables. Chaque fois, on me parlait des énergies renouvelables. Je disais, oui, mais c'est quoi le plan aujourd'hui? Parce que le gouvernement, à chaque fois, a un plan, en fait. Donc là, c'était le plan France Très Haut Débit, donc les infrastructures. Et là, c'était le plan. C'était quand même le plan d'accélération de la transition énergétique. OK. Et quelle est la synergie entre donc, les télécoms et les énergies renouvelables? En fait, c'est la continuité de nos activités. Aujourd'hui, dans le même procédé, les intervenants, les techniciens, surtout dans le domaine cuivré, je ne parle pas du domaine de la fibre, que j'ai fait très très peu, mais plus dans la construction du réseau. En soi, on a à peu près des métiers similaires, vraiment. On monte en hauteur, on a des qualifications électriques, on a des qualifications de travaux en hauteur, on a une relation client, on est avec les clients particuliers, que ce soit le B2B ou le B2C. Donc, c'est vraiment, vraiment des métiers similaires à partir du moment où tu as les bonnes qualifications dans le métier des télécommunications. Ce sont vraiment des métiers similaires. C'est pour ça que je dis... Il y a des donneurs d'ordre aussi. Il y a des donneurs d'ordre. La seule différence entre les énergies et ce milieu-là, c'est que dans les télécoms, tu as 4 opérateurs en général, ou tu as même des petits opérateurs privés. Et dans les énergies renouvelables, tu n'as plus cette notion de sous-traitance. Tu peux travailler pour des donneurs d'ordre, mais tu peux travailler également à développer ton propre business en interne. Et c'est ça qui m'a aussi énormément plu. Parce que tu as quand même cette liberté de pouvoir créer ton modèle business, que tu ne pouvais pas... à ce moment-là, parce que tu es un installateur pur. Tu n'es pas dans le développement. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un réel potentiel sur les énergies renouvelables. Donc voilà, j'ai
Moi, j'ai décidé, alors quand j'avais accompagné toutes ces entreprises vers le paiement direct et qu'ils puissent continuer leurs activités, moi, j'ai quand même choisi de switcher mon activité. En 2021, donc. Voilà, de fin 2021, fin 2021. J'ai décidé de switcher. Alors là, tu repars de zéro. Tu as l'impression d'avoir recréé ton truc. Tu repars de zéro. Et tu te dis... Avec la même équipe quand même? Tu gardes la même équipe que tu avais? Alors, avec la même équipe, oui et non. En fait, moi, quand j'ai dit, voilà, je vais arrêter les télécommunications, c'est quand même un métier compliqué. Je pense aussi qu'on a fait le tour. Il faut se réinventer, il faut pouvoir aller de l'avant et de prendre toute cette connaissance et d'aller encore plus loin, voilà, dans le business. Et donc, je dis à mes collaborateurs, voilà, moi, j'ai décidé d'orienter l'entreprise vers une stratégie au-delà aujourd'hui du déploiement des télécoms, vers les énergies renouvelables. Alors là, ça parle à personne, énergies renouvelables. Quoique, en 2021, début 2021, je commençais réellement à prendre déjà ce tournant. Avant que tout ça nous arrive, je commençais déjà à avoir cette idée qui me travaillait, tu vois. Et donc, j'avais qualifié l'entreprise IRViste. Donc, on était IRVE, haute puissance. Je te dis, on avait vraiment moi, j'avais vraiment des compétences. Je ne viens pas du milieu propre techniquement. Donc, je suis obligée, moi, d'avoir des collaborateurs qui le sont à 100%. Voilà. Sur lequel je m'appuie totalement et qu'on a une vraie relation là pour le coup. On est vraiment complémentaires. Et donc, j'ai qualifié mon entreprise IRVE. On était à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être 400 entreprises. Quand on allait sur le site de la qualification, on était 400. Aujourd'hui, tu y vas, je crois qu'on doit être 3-4 000, quoi. Tu vois. Au début, on était vraiment 400. Et donc, mais c'était trop tôt. Tu vois, soit j'arrive trop tôt, soit j'arrive trop tard. C'est un moment donné. C'était trop tôt. L'activité n'était pas encore développée. La France n'était pas encore prête. C'était une activité en dents de scie. Il n'y avait pas encore de marché. C'était encore trop frais. Mais quand bien même, tu vois, j'avais cette notion de la diversification et naturellement, ça s'est fait vers les énergies renouvelables. Et puis donc, voilà, quand j'ai fait le choix d'aller vers les énergies renouvelables, l'IRVE n'était pas encore bien développé encore en fin 2021-2022. Et donc, j'avais très vite compris que le photovoltaïque allait être une solution, même à la diversification et à la croissance de l'activité IRVE. À un moment donné, je me suis dit ça allait être un combo. De toute façon, l'un ne va pas aller sans l'autre. Et donc, c'est là où j'ai choisi le photovoltaïque. Quand j'ai dit à mes collaborateurs, voilà ce qui va se passer. Sauf que quand tu arrives, il faut réadapter ta stratégie en interne, il faut requalifier tes collaborateurs, il faut t'as des process, tu as un écosystème, tu as une culture, tu as un business model qu'il faut tout revoir. Là, tu repars de la base, quoi. Et un écosystème fort en termes au niveau national, quoi. Aller voir les bonnes personnes, c'est qui intervient, ça se passe comment, etc. Enfin, dans les télécoms, c'était facile. Mais là, dans les énergies renouvelables, ça ne l'était pas du tout. Et quand je suis arrivée, c'était une filière très artisanale. Enfin, tu vois, c'était des petites entreprises un peu éparses au niveau national qui intervient à leur niveau. Tu ne sais pas qui est qui fait quoi, tu vois. Et puis, pour aller chercher quand même de l'information, c'est pas évident. Donc, on se documente, etc. J'ai beaucoup de collaborateurs qui n'ont pas suivi, et fort heureusement. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je leur ai laissé le choix de choisir et de dire, voilà, ça va pas être facile. On va peut-être en morfler pendant un moment. Peut-être qu'on va peut-être pas réussir. Parce qu'il faut aussi se faire accepter d'une nouvelle filière. Tu vois, tu rentres pas comme ça en disant, ouais, salut, c'est moi. Non, il faut, pour se faire accepter, faut que les gens aient confiance aussi en vous. Il faut prouver que, mais quand tu veux prouver que, alors que tu n'as même pas encore commencé, tu es obligé de commencer par la base, quoi. Donc, je leur ai dit, on va morfler un peu, ça va être difficile, mais voilà, je conçois qu'il y en a qui ne peuvent pas prendre ce risque non plus. Et donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas suivi, et comme je dis, fort heureusement, sinon ça va être catastrophique aussi, et tu es obligé de repartir avec une petite équipe en se disant, on repart à la base et on repart à l'assaut. Avec énormément d'expérience, finalement. Bien sûr. Et donc, ce qui était bien aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de plan de licenciement chez moi.
On a réussi, on avait créé un réseau. Donc finalement, on a réussi en négociation, etc., avec les entreprises, que ça soit des donneurs d'ordre ou des partenaires, on a réussi à requalifier tous nos collaborateurs qui avaient envie de continuer vers ces partenaires qui les ont accueillis très professionnellement. Et ça a été la force du réseau. Ouais, et c'est ce que j'en tire comme expérience. Autant, c'est ce que je te disais, humaine que économique ou relationnelle derrière. Et du coup, voilà, on est reparti à la base et on s'est dit, voilà, on y va, c'est parti, comment ça fonctionne. Et puis c'est parti, là, c'est là où est partie l'aventure. C'est quoi le projet au début? On est installateur de panneaux, comment ça se passe? Notre cœur métier à l'origine, c'est l'installation, c'est notre force. Et puis on arrive d'un milieu qui est très industrialisé. Il faut savoir que les télécommunications, c'est très industrialisé. Comme je dis, c'est une très vieille filière qui, au fur et à mesure, c'est très vite responsabilisé. Donc, on a des process qui sont mis en place. On a beaucoup de CRM. On a plein de choses qui nous permettent d'aller vite, de répondre rapidement. Quand tu tombes en panne avec ton téléphone, il faut intervenir. On t'a pas 3-4 mois. C'est pas comme un SAV aujourd'hui. Tu vois. Donc, nous, on avait des process qui nous faisaient aller vite. Quand on est arrivé dans cette filière, déjà qualifié nos techniciens, et comme je te disais, j'avais un noyau dur. Alors, j'avais encore des collaborateurs, beaucoup de collaborateurs qui m'ont suivi. On était à ce moment-là une dizaine. Et donc, j'avais quand même un noyau dur. Parce que, comme je te disais à la base, moi, mes techniciens, ce sont des électriciens avec des diplômes. J'avais vraiment un noyau dur. Et là, j'ai fait qualifier directement Quali PV500. Je ne suis même pas passée par le 36, tu vois. Je suis allée droit au but, Quali PV500. Donc, on est rentré dans des formations, dans des réunions d'information, etc. Vraiment pour prendre le pli, pour comprendre ce que c'était. Donc, à ce moment-là, voilà, nos collaborateurs étaient à fond dedans. Et puis moi, j'essayais à ce moment-là de créer le réseau, aller voir qui, etc. Donc, on était dans la stratégie, c'était de l'installation pure. Pourquoi ? Parce que c'est l'installation qui te permet de comprendre tout le modèle économique qui va derrière. Et c'est exactement ce qui se passe. Moi, c'est l'expérience que j'en ai tirée dans les télécoms. Notre cœur métier, c'était la construction de réseaux, avant même l'intervention chez le client. C'était la construction de réseaux et le réseau proprement dit, ce qu'on appelait de la boucle locale, c'est-à-dire vraiment hors client. Et donc, on partait de la base, il faut comprendre comment fonctionne le réseau pour pouvoir après intervenir chez le client. Et donc, on est parti de cette même stratégie en disant, il faut qu'on aille à la base, donc comprendre l'installation et tout son mécanique, parce que finalement, c'est l'installation qui va déterminer la faisabilité du projet, que le matériel utilisé techniquement est bon, etc., etc. C'est l'installation. On a beau... moi, je connais des entreprises qui nous ont sollicité, sur lesquelles, en amont, ce qu'on appelle le dossier technique était loin de la réalité du terrain. On apporte des modifications, etc. Donc, on est parti, c'était ça la stratégie. Comprendre, faire de l'installation pure, manger beaucoup d'installations. Déjà, ça te permet de créer ton réseau. Ça te permet de comprendre le métier. Ça te permet de garder cette relation client qui est très, très importante. Parce que quand tu fais un bon travail, forcément, le bouche à oreille, tu as le voisin qui va dire « Ah moi, j'ai été installé par TPMG Énergie, c'est professionnel, etc. » Donc, et puis, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà comment ça a commencé. Au début, c'est quoi? C'est des clients B2C, B2B Alors, au début, c'est que des clients B2C. D'accord. Qui sont venus... c'est-à-dire, vous avez fait de la pub, etc. Ou c'est en sous-traitance? Alors, absolument pas. On est parti dans un modèle qui existe maintenant beaucoup et qui se fait beaucoup, c'est de parler de nous. Ok. Voilà. On a beaucoup parlé de nous. Ce qui marche le mieux sur le long terme. Ce qui marche le mieux sur du long terme. Après, ça double tranchant. Comme je dis tout le temps. Au début, c'est long, peut-être. Au début, c'est lent. Ouais. Et puis quand il faut qu'il y ait toujours cette qualité derrière, parce que les réseaux, ça va vite. Sinon, après, ça parle de vous. Mais voilà. Donc, tu mets du temps à avoir une reconnaissance, finalement, mais tu peux très, très vite chuter. C'est pour ça que je dis c'est à double tranchant. Et donc, on fait parler de nous, Et au final, on reçoit... Comment on fait parler de vous? C'est quoi? C'est des interviews, des podcasts? On explique qu'un tel est parti se faire qualifier, on explique un petit peu, on va sur le terrain, on va dans des formations, on se prend... On fait du relationnel, donc on se rend visible.
chose que je ne faisais pas du tout à l'époque quand j'étais dans les télécommunications. Mais j'ai compris que ça fonctionnait comme ça. Et au final, au fur et à mesure, donc on reçoit un message, je reçois un message d'un grand donneur d'ordre, un très gros donneur d'ordre, et qui me dit, voilà, on voudrait vous rencontrer, patati patata, donc on se rencontre, etc. Et au final, on explique qu'on a des process, voilà. On avait pris dans le milieu des télécoms, on avait mis en place une application en interne, comme un sort de CRM, qui fait que l'intervenant, le technicien, l'équipe technique qui va sur place, elle avait toute la documentation format mobile, quoi. Elle pouvait mettre ses photos, cliquer, faire signer le client, etc. Donc, réaliser les VT en live et les recevoir. Il y avait, voilà, tout était digitalisé, ça, c'est grâce etc. à ton expérience, j'imagine. Oui, exactement. Et donc, donc on a tous ces process qui sont mis en place. Et donc, on explique. Et vu que c'est un très grand donneur d'ordre, il comprend très vite le procédé. C'est des choses qu'ils savent, qu'ils connaissent, etc. Donc, ils ont choisi de nous faire confiance. Au final, on a un département. Ouais. Ça marche très bien. On est réactif. Il n'y a pas des SAV. On prend un deuxième département, troisième. Et puis on a un contrat cadre sur l'ensemble des interventions. Donc, 2022... Mi-2023, on réalise pratiquement toutes les installations d'un donneur d'ordre B2C. Donc quand bien même, là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, etc. Mais le B2C, c'est assez particulier également. Donc on a vraiment ce retour. Et puis le donneur d'ordre est très satisfait aussi du travail. Et puis là, on se dit, on commence à aller vers le B2B. C'était de toute façon la stratégie. Le B2B, donc on commence pareil. Une fois que tu fais montrer ton travail, etc., et tu leur dis, voilà, on est qualifié pour faire de la puissance, on vient après te voir et on te dit, voilà, moi j'ai telle intervention sur du B2B, etc. Il y avait besoin de se reformer Absolument pas. Non, c'est pareil. Voilà, c'est absolument pas. Par contre, alors je cache pas que, voilà, on a l'autre donneur d'ordre sur le B2B qui vient, on lui explique, on fait du B2C, on est qualifié pour, etc. Donc voilà, on travaille en partenariat. Voilà, c'est pas on te donne le chantier, débrouille-toi. Non, c'est du vrai partenariat parce que faut savoir que la majorité des donneurs d'ordre aujourd'hui, très peu font tout, c'est-à-dire du développement, du projet jusqu'à l'installation, jusqu'à la maintenance. Tu vois. Donc, très peu en font. Ils sont soit spécialisés dans le développement, il y en a qui sont spécialisés que dans l'installation, et puis il y en a quand même très peu qui font le tout. Nous, on est parti sur cette base-là en disant, voilà, on fait l'installation, on est parti après sur le B2B, en partenariat avec le donneur d'ordre, et au final, ça s'est très, très bien passé. Entre 2023 et 2024, on a installé près de 25 mégas. Ça représentait à peu près 56 centrales photovoltaïques. Sur du B2B. Et du coup, voilà, on commence à prendre le pli. Le réseau devient de plus en plus grand. Je ne suis jamais allée voir un professionnel pour aller demander du boulot, quoi. Tu vois, c'est eux, en général, qui nous sollicitent. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force. Mais en même temps, c'est une belle récompense de se dire que tu n'as pas besoin de démarcher. On vient te voir parce que, voilà, tu inspires la confiance. Et puis, tu fais réellement du travail de qualité. C'est ce qui est le plus important. On a très peu de retours. Alors, ça existe, Bien sûr. Mais le tout, c'est d'être réactif, etc. Donc, et puis, on s'est structuré à l'intérieur de l'entreprise entre-temps. Parce qu'au départ, on était installateur vraiment pur. Et puis, au final, on a compris qu'on avait aussi des développeurs qui nous demandaient certains services, c'est-à-dire de l'étude, des schémas unifilaires, etc. Donc, on commence à rentrer un peu plus dans les détails. Et puis là, je décide de vraiment structurer l'entreprise à proprement dite. Donc, ça, c'était mi-2024. Début 2024, je structure. Et puis là, je fais des pôles, pôles QHSE, un pôle bureau d'études, un pôle commercial, etc., que je n'avais pas à l'origine. Et donc, c'est là qu'on commence à aller au fur et à mesure vers le développement de nos propres projets.
Aujourd'hui, après, on a signé avec un fonds d'investissement français. D'accord, donc jusqu'à là, tu étais seule avec ton mari Oui. sur la boîte. Il n'y avait pas d'investissement, il n'y a pas de levée de fonds encore qui a été faite. Non. D'accord. Donc, on signe avec un fonds d'investissement français sur le développement de centrales photovoltaïques à l'échelle nationale. Et puis donc, voilà, tout se passerait très bien en soi. Mais on continue quand même à répondre aux consultations de tiers. Et c'est ça aujourd'hui qui fait un peu notre force, parce qu'il faut pas, on veut pas faire l'erreur de se dire, bah, tu fais qu'une activité proprement dite, c'est-à-dire tu fais ton développement et ton installation qui peut prendre des mois, voire des années, tu vois. Et donc, c'est aussi de toujours garder le pied sur le terrain, d'avoir cette relation avec des partenaires, parce que finalement, ça devient des partenaires, ça devient plus de la sous-traitance. Ils ont une problématique, on y répond. On a une problématique, ils nous répondent. Des fois, on répond ensemble à des appels d'offres. Voilà. Et puis par moment, voilà, on se donne des coups de main. Et puis après, l'un va recommander l'autre, etc., etc. Puis moi, si je ne sais pas faire, bah, je vais l'orienter vers un partenaire qui sait faire, et ainsi de suite. Donc, ça s'est fait beaucoup, là, actuellement, avec des clients que j'ai. Ou alors, si je n'interviens pas sur tel secteur d'activité ou tel département, je vais l'orienter vers vers l'entreprise qui le fait. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie dans cette filière. C'est que finalement, ça reste une filière familiale, en se disant, tout le monde s'accompagne, finalement. Tout le monde c'est un réseau qui est très professionnel, mais en même temps très humain. Et tu me diras si je me trompe, mais dans cette filière, justement, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas ou très peu, justement, tu pourras en parler, de subventions par rapport à l'installation de panneaux photovoltaïques. Qu'est-ce qu'il y a? Et vu que voilà, je sais un peu qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, c'est pas si mal, parce que je vois beaucoup de professionnels qui disent, voilà, ce serait bien qu'il y ait des aides, des panneaux subventionnés à 90%. Moi, je trouve que finalement, non, ce serait pas finalement vraiment bénéfique pour la filière, parce que finalement, ça va faire un peu comme ce qu'on a actuellement dans la rénovation énergétique, dans les rénovations globales. C'est qu'après, le jour où ça s'arrête, en fait, vu qu'on a construit un business model sur une aide, après, on ne sait plus quoi faire. Là, au moins, l'avantage, c'est que ce que tu as fait, il n'y a rien, entre guillemets, il n'y a rien, je ne te le souhaite pas, mais il n'y a rien qui peut t'arrêter, dans le sens, il n'y a pas une subvention qui peut s'arrêter et te mettre à mal, je crois. Alors, je te rejoins, c'est vrai. Et je pense que c'était aussi le but de la filière, c'est de ne pas avoir de subvention comme on peut en avoir sur certaines activités, comme tu le disais, MaPrimeRénov', etc. Je crois savoir qu'il y en a eu il y a quelques dizaines d'années, je ne sais pas si... Oui. Il y avait eu vraiment tout le monde qui était sur ce métier-là, il y a eu un moratoire qui a fait que tout le monde s'est arrêté. Exactement. C'est pour ça. Mais alors, on a autre chose. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quand même de gros problématiques aujourd'hui. Alors, je t'explique. C'est vrai qu'on n'a pas de subvention directe. On n'est pas du tout dans le même modèle que MaPrimeRénov', etc. Je pense que c'est ce que je te disais, la filière n'en voulait pas. Pour éviter d'avoir ce genre de problématique, c'est toujours compliqué d'être dans une activité qui est subventionnée. Le jour où ça s'arrête, forcément, tu as ton château de cartes. Aussi, exactement. Donc voilà. Malgré que la plupart sont très professionnels, bien sûr. etc. Mais effectivement, tu as toujours une minorité qui va prendre le dessus sur un peu comme partout. De toute façon. Bien sûr. Mais à côté de ça, on a une vraie problématique dans les énergies renouvelables, parce qu'on est en train de actuellement passer une crise. Et on est en plein dedans. Hein, parce que nous, on n'a pas de subvention. Par contre, on a en fait une obligation de rachat de l'électricité. Ouais. Et c'est là où ça devient très compliqué. Elle est pas assez haute? Je t'explique, c'est une histoire de dingue. En fait, si tu veux, c'est que tu posais des panneaux photovoltaïques. On appelait ça le S21. Donc, c'était comme un contrat de rachat qui date de 2021. Là, c'est pour ça qu'on l'appelle le S21. Et qui obligeait, en fait, EDF à racheter l'électricité produite par un particulier, par un professionnel, via un contrat d'obligation. C'est ça, le surplus qui reste? Peu importe. Ah, peu importe, d'accord. Voilà. Tu pouvais faire une installation photovoltaïque et revendre la totalité de ta production d'énergie. Okay. Tu pouvais consommer ce que tu avais besoin, le surplus était réinjecté dans le réseau. D'accord. Et ça, il y avait des contrats de rachat, avec une obligation de rachat, avec des prix qui étaient fixés.
avec des prix qui étaient fixés, qui restaient fixes, etc. Et donc, du coup, et ça pendant 20 ans. Ok. Donc, ce qui permet de faire un calcul de rentabilité sur son panneau. Exactement. Tu te dis, c'est bien, je vais mettre des panneaux. Déjà, je vais avoir une production qui est faite, je vais faire des économies, parce que je vais utiliser, pour ceux qui consommaient, je vais utiliser l'énergie qui est produite. Et ce que je ne produis pas, tu pars en vacances, tu n'es pas là le week-end, tu n'es pas là pendant des heures, tu es au travail. Ce que tu produisais, tu le réinjectais au réseau, qui était racheté par EDF. Par EDF. Jusque-là, tout va bien. Donc, et même sur le B2B. Okay. Alors, le B2B, entre-temps, on a aussi eu la loi Aper, qui obligeait également, il y a ça 2 ans, qui obligeait, en fait, on avait une loi qui disait, puisqu'on était à fond dans les énergies renouvelables, hein, on allait même dans les autres pays pour aller se féliciter, etc. etc. Donc là, si tu veux, on a une loi qui obligeait un peu les détenteurs de parking d'une certaine surface à solariser leur parking à hauteur de, par exemple, c'était 80 places, il fallait qu'ils aient dans l'obligation de solariser 80 places. Pareil pour les bâtiments, qu'elles soient industriels, tout ce qui n'était pas à usage privé, tu vois, domestique, etc. Aussi, ils avaient l'obligation de solariser ou de végétaliser leur toiture à partir de 500 mètres carrés. Donc, tu avais quand même un argument aussi derrière de vente qui permettait de se dire, bon, ben voilà, il y a la loi Aper, va falloir passer de toute façon à l'énergie renouvelable. Donc, c'est là où les fonds d'investissement ont entré en jeu parce que tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans une centrale photovoltaïque. Bien sûr. Donc, du coup, tu as des fonds d'investissement qui venaient investir sur une centrale photovoltaïque qui répondait à des besoins qui étaient des fois sur de l'autoconsommation pour l'entreprise, sans qu'il ait à débourser quoi que ce soit, ou alors en revente, mais lui était rentré dans le cadre légal, etc., moyennement des fois même un revenu comme de la location, quoi. La location pure. Donc on générait quand même, on avait un beau business avec une filière qui se structurait, avec beaucoup de choses qui étaient mises en place, parce qu'on avait aussi des directives, une vision qui était claire, nette, des obligations, des lois qui étaient posées, etc. Donc la filière devenait de plus en plus croissante. On a beaucoup de centres de formation qui ont ouvert, qui permettaient d'avoir du personnel qualifié, parce qu'on demandait aussi, dans ce plan, d'avoir... on se projetait dans les recrutements, avec... Voilà, on disait il faudra 70 intervenants, 70 000 intervenants, etc., à l'échelle nationale. Donc tu avais une vraie vision qui était claire. Sauf que, à un moment donné, quand on te dit que l'État arrive ce qui arrive, l'État, il faut qu'on fasse des économies, et ça, c'est tout à fait compréhensible en soi. On ne peut pas continuer à creuser la dette. Il faut faire quand même des économies. Et puis, début 2025, on a un arrêté qui est sorti de nulle part, pas préparé du tout. Fin du S21. Le S24 ou le S25, version 8, qui arrive et qui dit voilà, tout ça c'est fini. On arrête le contrat de rachat obligatoire. On rachète plus l'électricité. Il y a plus. À partir du moment où on rachète plus l'électricité, il n'y a plus d'obligation de rachat de l'électricité, il n'y a plus de contrat d'achat. Tu as un business qui tombe comme un jeu de cartes, de la même manière que ce que c'est en train de subir là avec les subventions. Là, il n'y a plus d'obligation de rachat de il n'y a plus rien du tout. Depuis quand? Depuis début 2020. Depuis l'arrêté est sorti le 27 mars 2025. Ah ouais, c'est super récent, d'accord, ok. Alors là, c'est surprise. Tu as toute la filière qui monte en gronde parce que tu as tout ton modèle de business qui s'effondre. Il n'y a plus d'activité. Bien sûr. Là, tu n'as plus de revenus, tu n'as plus d'activité, tu as ton modèle business qui explose. Et puis, donc là, tu n'as plus d'obligation de rachat. Et puis, en plus de ça, ça c'est sur le B2B. Le B2C, tu as des tarifs de rachat qui baissent, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais pratiquement de plus de 70%. Ah, mais B2C, c'est toujours obligatoire. C'est toujours obligatoire, mais le prix le prix n'est plus rentable. On passe, je dis une bêtise, mais on va passer d'un prix à 4 centimes. Là. Par rapport à, je ne sais plus combien on était, je crois qu'on était à 11 ou 12 centimes. Tu vois, tu perds énormément. Et puis avec beaucoup de contraintes
Et puis on te dit que sur le B2C, alors moi j'en fais très peu du B2C, mais quand bien même, c'est toute la filière qui est touchée. Le B2C, tu as la TVA à 5%, ce qui est très bien. C'est ce qui demandait la filière. Tu as une TVA à 5%, mais elle sera applicable qu'au mois d'octobre. Donc, tu as des clients qui ne vont pas signer leur installation aujourd'hui. Enfin, ils vont attendre octobre pour pouvoir passer aux 5%, ce qui est tout à fait normal. Mais elles font quoi, les entreprises qui ont que ça comme modèle business? Elles font quoi de maintenant jusqu'à octobre? Elles ne peuvent pas attendre, en fait. C'est pas possible. Il faut que tu repartes à Matignon. Alors, du coup, et en plus, tout ça, rétroactivement. Ouais, ok. Ça veut dire qu'en fait, on te dit, c'est passé le 27 mars, mais ça sera rétroactif 3 mois avant. Ah ouais. Ça veut dire que même ceux qui avaient signé devaient aller voir leurs clients en leur disant, finalement, on a signé aujourd'hui un contrat, sauf que en fait, vous n'allez plus revendre votre électricité. Incroyable. Quoi. Et là, tu tombes des nues. Ils n'ont pas prévenu. Ah non. Ah bah non. Oh bah non, mais en fait, elle est là la problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas cette visibilité. Personne n'était prévenu, ce qui aurait permis quand même de faire attention, de réorienter, etc. Donc là, ça te tombe dessus et en plus, on te dit c'est rétroactif. Et donc, alors là, ça devient très très vite compliqué. Tout le monde est en crise d'urgence dans toutes les entreprises. On active le réseau. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de prendre les bonnes informations. Ouais, là, c'est rétroactif. Ça va être décrété à ce moment-là, mais c'est très flou. Donc, on se dit c'est pas possible, quoi. Alors là, tu réactives ton réseau. Alors, tu as quand même des syndicats qui sont montés à Matignon, tu as des filières qui sont montées à Matignon, etc. Et puis là, tu te dis, faut que tout le monde se mobilise à leur niveau. Alors, tu as énormément d'entreprises, un comité qui s'est créé, des entreprises qui sont allées voir leurs députés, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde est ancré dans la transition énergétique, qu'elle soit au niveau régional, départemental. On a des syndicats qui se sont créés d'énergie mixte, etc. Donc, tout le monde est impliqué, en fait. De près ou de loin. De près ou de loin, tout le monde est impliqué. Donc, chacun, à son niveau, les entreprises essayent de se concerter, vont voir leurs députés, vont voir... voilà, on essaye quand même de se faire entendre. Et puis là, tu viens t'actives ton réseau au final et tu dis, voilà, tu t'envoies un mail et tu dis, s'il vous plaît, il faut savoir que quand j'ai été reçue à Matignon à l'époque, dans les télécoms, quand j'ai été reçue à Matignon puis le ministère, j'ai été ensuite reçue au Palais de l'Élysée. Okay. Voilà. Entre-temps, j'ai été reçue au Palais de l'Élysée. Après tout ça, voilà, pour expliquer comment ça s'était terminé, pour faire un petit compte-rendu, voilà, pour remercier que tout s'est bien passé, etc. Donc, j'avais été reçue à l'Élysée. Et donc, forcément, quand il nous est arrivé ça dans la transition énergétique, toi aussi, à ton niveau, tu actives ton réseau et là, tu demandes un rendez-vous avec l'Élysée. J'obtiens le rendez-vous avec l'Élysée et je décide d'y aller avec une association qui venait de se monter parce que tu avais quand même un syndicat et une fédération qui, eux, avaient déjà les contacts. Il fallait absolument qu'on ait plusieurs, quand même, portes d'entrée. Et donc, j'y vais avec une association, dont un fonds d'investissement français qui est le fonds d'investissement avec qui je travaille. Et donc, on monte à l'Élysée, on explique un peu la situation. Quoi de mieux que d'expliquer la situation au plus près, hein. Donc, bien sûr. On explique la situation, on dit que là, la problématique, on comprend, réellement on comprend un peu. On peut pas... Quand on voit que les pays voisins n'ont pas d'obligation d'achat, n'ont pas de subvention, et pourtant le photovoltaïque est très apprécié, il y en a énormément, que ce soit en Allemagne, en Espagne, au Portugal, etc. On se dit, voilà, nous aussi, à un moment donné, on savait qu'on allait y passer, quoi. Et je pense que c'est aussi intéressant pour nous, en tant qu'entreprise, mais aussi pour l'État, parce que c'était plus vivable, en fait, hein. Mais pas aussi rapidement. Voilà, il fallait que ça se fasse quand même crescendo, quoi, que les entreprises puissent aussi se réinventer dans leur modèle. C'est qu'en France, entre guillemets, qu'il y a cette obligation de rachat. C'est ça, exactement. Okay. Exactement. Et donc, en plus, plein pot. Hein. En Espagne, au Portugal, ils sont beaucoup sur l'autoconsommation, etc. D'accord, ok. Voilà. Mais ils ont cette culture du solaire qu'on n'a pas, nous, en France. Okay. Tu vois.
Et donc, voilà, on est parti à Matignon, à l'Élysée, donc on explique la situation, on leur dit déjà qu'il ne faut pas que ça soit rétroactif, parce que c'est toute une activité, du travail qu'on a fait, ça coûte de l'argent, de développer des projets, etc. etc. Et donc, d'aller voir tout un écosystème client, etc., leur dire, finalement, ça se passe plus comme... c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux, et puis on n'a pas de plan... on n'a pas la programmation n'est pas sortie, on travaille à l'aveugle, on ne peut pas arrêter ça d'un coup. Voilà, il y a toute une chaîne de valeur qui va être impactée derrière. On se retrouve dans la même situation, réellement, que j'ai connue. Bien sûr. Voilà. Et puis, voilà, ils écoutent. Il faut savoir que dans les instances gouvernementales, ils ne sont pas dans l'action tout de suite. Il ne faut pas t'attendre à ressortir et te dire, c'est bon, j'ai la réponse à ma question. Bien au contraire. C'est très diplomatique, on écoute ce que vous avez à dire, etc. Voilà, on note beaucoup et après on laisse faire en fonction de... Eux, ils écoutent, mais est-ce qu'ils donnent aussi des raisons? Parce que moi, de mon côté, comment je me raconte l'histoire, je vois aucune raison d'arrêter, de mettre un système rétroactif et surtout d'arriver avec cette nouvelle loi d'un coup. C'est quoi les raisons? Alors, le système rétroactif, il n'y a pas de raison, à part faire des économies. Il n'y avait pas vraiment de raison. Donc, au final, alors je ne dis pas que c'est lié, mais c'est tout l'écosystème et le travail qui a été fait par l'écosystème, avec les réunions qu'ils ont eues chacun, etc., qui fait que, parce que nous aussi, vraiment, la priorité, c'était déjà, il ne faut pas que ça soit rétroactif parce que sinon, c'est compliqué. Ça va être très, très compliqué. La Sécu, on va essayer de sauver les meubles, c'est de la casse. Donc, quand on est sorti de là, au bout de 2 mois, on avait un nouvel arrêté et là, c'était plus rétroactif. On avait enlevé cette notion de rétroactivité. On se dit, on a quand même un peu sauvé les meubles. Et puis on avait demandé aussi à avoir une certaine visibilité. Il ne faut pas que ça soit du jour au lendemain. Il faut quand même qu'on ait une date, date butoir en disant, à ce moment-là, ça sera... Ça paraît normal. Voilà, à ce moment-là, ça sera terminé. Voilà. Et donc, c'est ce qui est arrivé avec le nouveau décret qui a été modifié, c'est-à-dire, c'est plus rétroactif. Par contre, au 30 juin, il n'y aura plus cette obligation d'achat. Et on va aller sur un système d'appel d'offres simplifié. Combien de temps ça a pris alors entre le temps que tu arrives à l'Élysée et le temps qu'ils ont changé la loi? Le 27 mars, le décret. On est parti à l'Élysée début mai. Ok. Le 27 mai, si mes souvenirs sont bons à peu près, on avait un décret modifié. Ok. À peu près, peut-être... voilà, soit c'était avril, soit c'était mai. C'est bien, c'est quand même rapide. Ouais, au bout de 3 semaines, on avait un nouveau décret qui a été revu. Et donc, on n'avait plus cette notion de rétroactivité. On avait quand même des problématiques sur la puissance, sur l'appel d'offres simplifié avec des conditions monstres, etc. Et là, tu te dis, bon, il va falloir revoir un modèle business, revoir toute une stratégie commerciale. Il va falloir revoir tout un pan économique, réorienter toute une organisation finalement sur des nouveaux décrets qui viennent de sortir. Et ça, c'est très, très difficile. C'est même monstrueux. C'est des années de travail sur lesquelles tu as basé ta stratégie commerciale sur un modèle, là, aujourd'hui, qu'il va falloir tout revoir en l'espace de 3 mois, quoi. Voilà. Donc là, tu comprends finalement, moi, j'ai très vite compris que parce que le Portugal, parce que l'Espagne, parce que, etc., font qu'on allait on allait se pencher vers l'autoconsommation, qui est un modèle vraiment différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on consomme ce qu'on a besoin de consommer, ou même on va revendre absolument tout sans consommer l'énergie qu'on va produire. Donc là, on allait vraiment vers l'autoconsommation, c'est-à-dire on installe une centrale photovoltaïque, mais c'est pour vos besoins. Et c'était ça aussi, la raison du pourquoi, du comment. Il y a aussi une notion d'électrification. On produit de l'énergie derrière, mais on n'a pas une demande électrique. Tu vois, il n'y a pas cet équilibre qui fait qu'il faut produire de l'énergie. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même nucléaire aussi en France, donc on produit aussi de l'énergie. Mais à côté de ça, si on produit encore de l'énergie via nos éoliennes, via l'eau solaire, etc., si derrière on n'a pas une demande électrique, ça devient vite compliqué. Donc au final, réellement, ce qui se passait, c'est que l'État rachetait de l'énergie produite par les particuliers ou par les entreprises,
Et puisqu'elle le rachetait, il n'y a pas de demande électrique derrière. Elle le revendait dans le réseau, que ce soit international, européen, etc., à des prix négatifs. Ok. Donc, c'est pas un business qui peut tenir en soi. Voilà. Nous, on n'a pas de subvention, mais à côté de ça, on a un business qui n'aurait pas tenu. D'accord. Mais actuellement, il n'y a aucune incitation, il n'y a même pas de crédit à taux zéro, on entend ça des fois. Non, il n'y a pas d'incitation. Le crédit à taux zéro, ça va être ton partenaire financier qui va te le mettre en place. Tu vois, tu vas voir ça avec ta maison de crédit. Tu as quand même des solutions qui font que tu as entre guillemets du leasing qui se fait aussi actuellement, du leasing avec option d'achat à la fin, etc. Donc voilà. Mais on n'a pas cette culture aussi du photovoltaïque. On est très, on a donc on fait. Tu vois, bien sûr. Donc c'est compliqué. Donc voilà, après là maintenant, chaque intervenant va essayer de négocier un accompagnement avec une maison de crédit pour pouvoir offrir sa solution, du leasing pour pouvoir offrir sa solution, mais quelque chose de fluide qui est à l'échelle nationale pour tout le monde, ça n'existe plus. Voilà. Okay. Chacun va se débrouiller. Moi, j'ai très vite compris qu'on va aller vers l'autoconsommation, le temps qu'on ait quand même une demande électrique au niveau national. Et la demande électrique au niveau national, elle va se passer par l'électrification de la flotte automobile, sur beaucoup de choses, en fait, qui va demander de l'électricité là derrière. Et donc là, tu vas pouvoir produire vert, finalement. Donc à partir de ce moment-là, j'ai très vite compris que ça allait se passer comme ça. Je l'ai aussi compris parce que j'ai eu la chance, en 2024, où ça allait très bien. Et c'est l'erreur que j'ai pas faite, que j'avais faite au départ, c'est-à-dire de ne pas aller voir plus loin ce qui se passe. En 2024, quand ma structure a été posée, mes collaborateurs ils savaient ce qu'ils devaient faire. Dans la boîte, tout était bien géré. On avait ce qu'il fallait, etc. Donc, on était en croissance. J'ai accompagné une première délégation au Maroc. Il faut savoir que je suis franco-marocaine. D'accord. J'ai accompagné une première délégation liée aux énergies renouvelables avec le maire à ce moment-là, Bruno Le Maire. C'était la relation France-Maroc, très axée sur les énergies renouvelables, etc. etc. Le modèle marocain n'a rien à voir avec le modèle français. Ils sont comment là-bas niveau énergie renouvelable on n'a pas le droit de réinjecter au réseau. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de vente de rachat, il n'y a absolument pas, il n'y a pas de tarif de rachat, donc on ne réinjecte pas au réseau. C'est vraiment de l'autoconsommation pure. Donc je commençais déjà à aller, je me dire à un moment donné, nous aussi en France, on ne va pas y échapper, quoi. Tu vois, je commençais déjà à découvrir un peu ce modèle-là qui était présent en France, tu vois. Mais on ne réinjectait pas. Là-bas, c'est pas la peine, il ne faut pas. Et donc, ça, c'était au mois d'avril 2024. Et puis, je commençais à créer aussi un réseau, même au niveau national, au Maroc. D'accord. On est parti voir pratiquement tous les ministères. On a rencontré des entrepreneurs des énergies renouvelables au Maroc. J'étais accompagnée par Engie, enfin voilà, des grandes boîtes aussi françaises. Donc on était une trentaine d'entreprises dans cette délégation. Et puis donc on commençait à faire de quelques partenariats, de discussions, etc., etc. Je commençais à avoir une vision un peu tournée vers l'international. Et puis toujours en 2024, on a le président de la République qui a fait sa visite au Maroc et j'ai eu la chance de participer à cette délégation économique au Maroc auprès du président de la République. Donc on y va. Donc j'étais accompagnée, pareil, de grosses têtes du CAC 40, l'opérateur avec qui on travaillait à l'époque, enfin voilà, l'opérateur télécommunications. Vraiment, pour moi, ça a été l'expérience la plus marquante de ma vie. C'est une fierté aussi, j'imagine. Au niveau professionnel. Ah ouais, c'est une grosse fierté pour moi. On l'a vécu, on a ressenti, en tant que franco-marocaine, on a ressenti cette fête dans notre cœur et dans notre esprit, finalement, de se dire, voilà, on a aussi cette réconciliation, entre guillemets. Bien sûr. Et puis de le vivre, pas de le vivre de l'extérieur, mais de le vivre de l'intérieur, de voir tous ces Marocains qui étaient fiers, contents de recevoir le président, et puis nous, en tant que franco-marocaine, d'être là aussi. Enfin, c'était quelque chose de dingue. Et puis on a été reçus aussi par tous les ministères, on a discuté avec le président. Voilà, c'était très
C'était magique. Okay. Et tu as développé une activité là-bas. Il y a un marché intéressant là-bas? Oui, il y a un marché intéressant, effectivement. Donc, j'ai décidé à ce moment-là d'ouvrir notre filiale, TPMG Med, au Maroc, donc, qui a été créée au mois d'août. Du coup, qui a un siège à Casa, mais dans la même continuité de nos activités qu'on fait en France, ça va être à peu près le même principe qu'on va faire au Maroc. De là, après, j'ai accompagné également une délégation dans les régions du sud du Maroc avec l'ambassadeur de France au Maroc. C'était la première fois qu'un ambassadeur allait dans la région du sud du Maroc. Donc, et pareil, c'était une délégation très tournée vers les énergies renouvelables, donc les régions de Laayoune et de Dakhla, qui sont vraiment propices aux énergies renouvelables. Donc, on a aussi créé un écosystème avec une découverte du royaume du Maroc sur le business qu'il peut y avoir là-bas également. Moi, quand je suis revenue, voilà, j'avais mon orientation, je commençais à voir déjà l'avenir. Mais après, ce qui nous est arrivé en 2025, début 2025, forcément, on réoriente. Il faut s'occuper de la France et de voir comment on réagit à tout ça. Et comme j'ai dit, j'avais cette vision de l'autoconsommation via d'autres pays. J'ai dit, on va aller vers le même penchant ici en France. Et donc, on a décidé d'aller en Chine. OK. Voilà. Je suis partie avec mon équipe, avec certains collaborateurs de mes équipes. Et donc, du coup, alors, l'autoconsommation se dit autoconsommation, batterie. Batterie, autoconsommation. C'est un sujet aussi qu'on avait porté à l'Élysée. Voilà, on a dit qu'il fallait effectivement qu'on comprenait qu'on allait vers l'autoconsommation, mais l'autoconsommation ne peut pas se faire s'il n'y a pas du stockage derrière. Voilà, parce que si on consomme l'énergie qui est produite à l'instant T, si le soir on en a besoin, comment on fait, etc. Donc, il fallait quand même accompagner, il ne fallait pas laisser une filière comme ça sans avoir de soutien, même sur une visibilité d'activité, même sur une visibilité de croissance, mais qu'il fallait que le gouvernement accompagne au niveau national le fait qu'il faut qu'il y ait quand même de la batterie de stockage, parce que c'est un élément majeur qui va avec l'autoconsommation aujourd'hui. Et donc, nous, on l'a compris. Donc, on s'est dit, on va aller voir le leader, voilà. Faut pas se leurrer. Hein. Voilà. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Enfin, tu vas là-bas, c'est retour vers le futur, quoi. Donc, tu vas à la source, tu vas voir le leader de la fabrication de la batterie aujourd'hui, et tu vas vraiment en mode repérage. C'est-à-dire, il faut qu'on se prépare en amont et se dire, il faut qu'on aille vite. Voilà. Qu'on aille vite, on a tout ce qu'il faut. Il faut juste aller chercher les ingrédients et de savoir comment ça fonctionne réellement. Parce que là, tu vas ici, tu vas aller faire quelques salons, tu ressors avec 40 millions de magazines, tu sais pas qu'est-ce que tu dois prendre, qui est mieux que l'autre. Enfin, tu vois, c'est trop. Donc, du coup, tu ressors et puis tu vas faire ce que tout le monde fait, mais finalement, est-ce que c'est la bonne technologie? Enfin, tu vois, et on l'a vu aujourd'hui sur nos installations. Hein. Je t'expliquerai tout ça. On se dit, on va à la source. Il faut qu'on aille voir comment ça se passe, comment ils sont équipés, comment ils fonctionnent, comment ils pensent, à quel stade ils sont. Enfin, tu vois, c'était vraiment un moment où on s'est dit, et puis on va aller voir si on ne peut pas voir les fabricants. Enfin, il faut aller voir la qualité du travail, comment elle se fait. Parce qu'ils arrivent ici, c'est vendu, mais réellement, on ne sait pas comment ça se passe dans la chaîne de fabrication derrière. Donc on y va, et en plus de ça, c'est la foire de Canton. Ah ouais. Il faut voir que la foire de Canton, c'est quelque chose. Enfin, c'est vraiment, vraiment quelque chose. C'est le plus gros salon commercial du monde. Ça se passe sur, je crois, 4 semaines. Et toutes les semaines, tu vas avoir... on est arrivé, nous, pile poil, la semaine où ça va être les nouvelles technologies, l'IA, les énergies renouvelables, les bornes de recharge, enfin, tout ce qui sort, quoi. Donc là, comme je dis, tu es vraiment retour vers le futur. Tout ce que tu vas voir chez toi dans 10 ans, il est déjà là-bas. Ouais. Et en fait, donc on y va, et on avait déjà ciblé des usines qui fabriquaient, qu'on entendait parler à droite, à gauche, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Portugal ou en Espagne, enfin, tu vois, ou même des leaders bien implantés en Chine, qui sont un peu partout, etc., etc. Donc, on les avait ciblés. Et donc, du coup, on faisait et la foire de Canton et la visite des usines. On ne dormait pas. En Chine, tu ne dors pas. Ouais. Voilà. Tu faisais la foire de Canton la journée, tu finissais
tu étais déjà attendu chez un fabricant d'usine, tu voyais l'usine, tu mangeais, tu finissais, si le courant passait bien, et ça, il faut savoir que c'est comme ça en Chine, si le courant, ouais, c'est important. Si le courant se passe bien, en général, tu finis par un repas le soir, poker ou autre, etc. Donc, et la soirée ne se termine pas. Et puis lui, il va te faire présenter une autre usine, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et tu reparles là-dedans, tu as l'impression que tu as vu absolument tout en l'espace de... Il y a plein de business qui s'ouvrent à toi en l'espace de 10 jours, quoi. Tu vois, non, c'est juste incroyable. Et tu penses même à des choses que tu n'aurais jamais pensé ici, quoi. Tu vois, tu te dis, mais en fait, tu as un panel de choix. Et vu qu'ils sont quand même orientés très futur, tu te dis, mais en fait, voilà, tu le façonnes à ta manière, avec le marché, la tendance du marché français. Tu as plein d'idées. Et c'est magique, hein. Bon, après, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, mais je veux dire, voilà, ça t'ouvre, en fait. Voilà, ça t'ouvre l'esprit. Ouais. Tu n'as plus cet esprit, en tant que chef d'entreprise, de te dire, tu fais ton activité, tu as la tête baissée, tu ne te projettes pas. Mais là, en fait, tu t'ouvres complètement l'esprit. Et tu te dis, mais il y a plein de choses à faire. Donc, tu arrives à le faire bien, je comprends maintenant. Donc là, on visite, on en sélectionne 5, on visite 5 usines de batteries. Donc, et on décide d'en sélectionner un, pour lequel on a vu les compétences tant sur la fabrication que sur l'usine, sur la méthodologie, sur ce qu'elle produit, etc. On en sélectionne un. On a fait beaucoup de pourparlers. Ils sont venus nous visiter également en France. Enfin, voilà, on a fait, c'est pas, on est arrivé, bon, c'est bon. Non, ils ont fait aussi eux-mêmes le déplacement, venir nous voir en France, discuter, etc. Donc, ça a été très long. Et on a choisi d'être leur agent exclusif en France sur la batterie de stockage. Ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, ils arrivent avec une technologie qui va permettre de répondre à beaucoup de problématiques, notamment sur du stockage B2C, qui n'ont pas besoin, en fait, cette batterie de recharge, elle est modulable, et elle n'a pas besoin, en fait, d'avoir une intervention de remplacement, d'équipement, etc., et sans travaux. Donc, c'est une batterie de 5 kg, ce qui permet aujourd'hui d'avoir quand même une quantité assez suffisante, quand même. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On l'a vu avec les blackouts, là, qui s'est passé au Portugal et en Espagne. À 5 kilos, et en plus c'est modulable, donc c'est modulable par rapport à des batteries de 1 kg. Donc t'en prends un, t'en mets dans une chambre, t'en prends un, t'en mets dans la cuisine, t'en prends un, voilà. Donc c'est vraiment modulable, ça se branche directement, et on n'a pas besoin de changer d'équipement. Quand je dis on n'a pas besoin de changer d'équipement, il faut savoir que nous on ne s'est pas préparé, et que surtout sur les anciennes installations, sur les nouvelles ça posera pas de problème, on peut mettre n'importe quelle batterie, mais sur les anciennes on peut pas. Sinon, il faut changer l'onduleur, parce que les onduleurs ne sont pas hybrides. Voilà. Elles sont juste là pour pouvoir changer le courant et puis réinjecter dans le réseau. Il faut être adapté d'un onduleur hybride pour pouvoir y apposer une batterie. Et 90% des installations existantes aujourd'hui sur le B2C, comme sur le B2B, c'est pareil, ne sont pas équipées d'onduleurs hybrides. Et cette solution-là, aujourd'hui, de batterie, permet de répondre à cette problématique sans avoir de changement d'équipement. Donc, on a choisi cette usine pour ça, cette fabrication pour ça. Et pareil, sur le B2B, avec des capacités qui sont modulables également, de 200 kg à 1 méga. Pareil, dans le même fonctionnement, pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est raccordé directement, peuvent être raccordés directement à la centrale photovoltaïque. Et en plus de ça, elles peuvent délivrer directement sur des bornes de recharge, sans avoir à changer quoi que ce soit et intervenir à n'importe quel niveau. Donc, c'est exactement ce qu'il nous fallait, nous, en tout cas pour nos propres besoins. Voilà. Mais également, je sais que c'est un besoin aujourd'hui des clients et aussi des installateurs qui ont fait du développement derrière. Donc, ça répond à un réel besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de signer avec eux, plus qu'un autre qui faisait autre chose. Mais c'était d'autres batteries qui sont... connus ou pas, mais voilà, c'était la condition, c'était d'avoir cette nouveauté. Et puis en plus de ça, ils sont aussi sur une nouveauté, c'est qu'ils sont en refroidissement liquide. Les batteries aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie qui vient de sortir, et donc eux aussi sont équipés de cette technologie de refroidissement liquide, aujourd'hui qui n'existe pas beaucoup, où on a un refroidissement. Et donc de là, aujourd'hui, la filière trouve d'autres alternatives, doit se réinventer, doit être agile pour pouvoir éviter de se retrouver quand même dans
dans un business économique qui n'a pas réellement d'avenir aujourd'hui. Bien sûr. Et justement, en parlant d'avenir, alors c'est quoi l'avenir à peu près de cette filière? Est-ce que tu as une vision optimiste sur ce qui va se passer, ou est-ce que le fait qu'il n'y a plus d'obligation de rachat, ça va un peu vous freiner? C'est quoi l'avenir? Alors, il y a de l'avenir. De toute façon, ça c'est clair. Moi, je suis très optimiste pour la filière. On va passer une période de turbulence, le temps de se réadapter, de réadapter nos modèles, etc. Il faut savoir aussi que la France est en train de... Quand je dis la France, je parle d'une entreprise en particulier, mais elle est également accompagnée, soutenue. Et c'est aussi une demande forte de l'État. Et c'est très bien, c'est la réindustrialisation. De créer la gigafactory, que ce soit de batteries ou que ce soit de panneaux solaires, etc. Bon, c'est à double tranchant parce que si on tape sur l'écosystème qui crée de l'emploi, qui crée du business, on va taper dessus, ça va ralentir. Et à côté de ça, on prévoit l'ouverture des gigafactories pour 2026, courant 2026. Alors, je ne sais pas si c'est début, milieu ou fin. En fonction de l'évolution de la construction, etc., de l'usine. À côté de ça, voilà, il y a un risque. Il y a un risque qu'on n'ait plus d'activité, on a un risque que ça ralentisse énormément, on a un risque de perdre cette filière qui était en train de se développer et de s'organiser. Et puis, à côté de ça, on va avoir une gigafactory qui ne pourra pas répondre à une demande qui n'est plus là, en fait. Donc, c'est un peu le risque. Mais quand bien même, on a quand même une filière qui est très agile. Voilà, la transition énergique, ça va vite. Ce sont des choses c'est un modèle qui est en perpétuelle évolution. Il faut savoir évoluer rapidement et trouver des solutions qui permettent aujourd'hui de répondre, à la demande du client, c'est-à-dire produire de l'énergie, de stocker, de l'utiliser, etc. Voilà. Et de répondre à cette demande il faut aussi que vous soyez indépendant dans votre business model. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que tu cherches aussi pour éviter justement les erreurs du passé, à te diversifier peut-être à l'international comme tu as pu faire au Maroc? Entre les deux, il y a l'Espagne. Est-ce que l'Espagne, vous avez réfléchi à cette option qui est très porteuse? Je crois l'Espagne, c'est très intéressant en ce moment. Alors, non. Et encore, on aurait pu me dire le Portugal, etc. aussi. Mais non, pourquoi? Alors, peut-être plus tard, avec les solutions qu'on est en train de mettre aujourd'hui, parce que je ne peux pas parler d'un projet qui est en cours. Bien sûr. Voilà, mais ce projet que je suis en train de construire maintenant depuis un an, ouais, voilà, tu me réinviteras. Ça avec plaisir. Depuis un an, on est en train de travailler ce projet avant même que tout ça se passe, etc. On est en train de travailler sur un projet pour lequel, voilà, il peut y avoir peut-être une implantation sur des pays comme l'Espagne ou le Portugal, ou peu importe, l'Allemagne, enfin voilà. Mais en tant que tel, installateur photovoltaïque, développement photovoltaïque, etc., de A à Z, parce que réellement, nous, on fait tout. Ouais. On va du développement administratif jusqu'à la maintenance de la centrale. Et on travaille également pour tiers. Mais non, je ne suis pas allée vers ce modèle-là. Pourquoi? Parce que l'Espagne est très avancée, parce que le Portugal est très avancé. Donc voilà, ils ont les capacités, ils ont les moyens. Tu n'as rien à leur apporter de nouveau, quoi, tu vois. Le plus avancé en Europe, c'est pas l'Allemagne, c'est ça? Si, c'est l'Allemagne, bien sûr. Okay. Suivi de très très près par l'Espagne et le Portugal. Il faut savoir que le Portugal, aujourd'hui, il peut tourner à plein régime sur les énergies renouvelables pendant une semaine, quoi, tu vois. Donc, ils sont très avancés. Tu vois, tu vas arriver... Si tu n'as pas quelque chose de nouveau à apporter, tu vas arriver dans une filière qui est déjà... Alors qu'en France, il y a tout à faire, entre guillemets. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. On aime bien la nouveauté, on aime bien ce qui est nouveau. On a beaucoup de choses à faire déjà en France pour pouvoir aller s'orienter vers l'Espagne ou le Portugal qui sont déjà bien avancés. À part si tu arrives avec une nouvelle solution qui peut aller... C'est ce qui arrive. C'est ce qui est en train de se faire, on croise les doigts. Okay. Mais après, voilà, on est déterminés, on sait parce qu'on est des gens du terrain. Alors moi, je dis gens, je me dis moi, voilà, mais je vais sur le terrain je vais sur le terrain pour donner de la force à mes équipes, tu vois, mais c'est pas moi qui est sur le terrain réellement, ce sont mes équipes. Mes équipes, c'est une grande fierté pour moi. Je sais qu'elles sont très fières de moi et c'est pour ça que mes équipes qui m'ont suivi
savent que le mot impossible n'existe pas chez moi. Tu peux pas dire impossible. Impossible est impossible chez moi. Tout est faisable. Il suffit de se donner les moyens de... Et puis quand on ne sait pas, on va chercher les informations. Et quand on n'a pas les informations, on va les demander les informations. Ouais, mais il faut toujours aller chercher. Et puis si c'est impossible, c'est parce que techniquement, c'est pas possible. Et même techniquement, il faut trouver la solution. Bien sûr. Donc tu vois, je dirais que aujourd'hui, le projet qu'on est en train de mettre en place chez TPMG Énergie, en tout cas sur le groupe, parce que TPMG Énergie, c'est une filiale, mais c'est la plus ancienne. Donc, c'est une filiale du groupe SMA Group. Okay. D'accord. Donc, j'ai aujourd'hui 4 à 5 entreprises, mais c'est la plus ancienne. C'est pour ça que je parle beaucoup de TPMG Énergie. D'accord. C'est vraiment, pour moi, la base. Mais le projet qu'on porte aujourd'hui va répondre à énormément de besoins, tant pour le client que pour les professionnels, etc. Maintenant, voilà, normalement, si tout va bien, ça devrait sortir pour septembre. Ah bah super, bon, suivant, on fera un épisode 2. Et alors, justement, on n'a pas parlé de chiffres. Alors, tu m'as déjà dit auparavant que tu ne voulais pas parler de chiffre d'affaires, et ça, il n'y a aucun souci. Juste au niveau salarié, alors au niveau du groupe, il y a combien de collaborateurs? J'imagine que c'est surtout des collaborateurs. Ouais. Combien de salariés? On est sur combien pour se situer un peu? Alors, on a une trentaine de collaborateurs aujourd'hui. Okay. Trentaine de collaborateurs. Nous, nos filiales travaillent en partenariat. Voilà. On s'appuie sur une de mes filiales pour l'ombrière, on va s'appuyer sur le GC, sur une de mes filiales, etc. Voilà. Mais la plus ancienne et le socle, ça reste quand même TPMG Énergie aujourd'hui, la plus reconnue et la plus connue. Mais quand bien même aujourd'hui, il y a plein de filiales en fait. Voilà, il y a plein de filiales, exactement. Ouais. Et puis on a aussi TPMG Med au Maroc, qu'on va continuer à développer et pour lequel aujourd'hui je suis en discussion avec un porteur de gros projets sur l'agrivoltaïsme qui n'est pas très connu au Maroc, et pour lequel on est en train de travailler à un sujet là-dessus, sur les régions de Meknes. Super. On suivra tout ça en tout cas, et on verra ce qui se passe en septembre. Ouais. Juste avant de finir, donc justement, cette petite discussion, rien à voir, mais si ça a à voir, c'est donc toi, tu es une femme qui a lancé donc, des projets entrepreneuriaux. Voilà, nous, on fait un maximum, même si, comme tu l'as dit tout début, c'est un métier qui est extrêmement masculin, il faut se le dire, dans les énergies renouvelables, beaucoup de chefs d'entreprise et très peu de femmes voilà, vraiment qui sont aux commandes. On a eu Myriam Maestroni, on a eu plein de femmes, et on va encore en avoir parce qu'on fait vraiment attention à ça. On essaye d'avoir le maximum de la parité homme-femme, même si c'est compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, voilà, là, on a la chance de t'avoir et que tu as plutôt bien réussi. C'est quoi tes conseils, donc justement, premièrement, à une femme qui aimerait se lancer, que ce soit dans les énergies, mais peu importe, juste... Même pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais juste avoir des fonctions un peu plus... être dirigeante, par exemple, d'une boîte, etc. C'est quoi les conseils que tu donnes et quelles sont les qualités qui t'ont permis à toi d'arriver là où tu es? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. J'imagine. Ouais, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est une question aussi qui revient souvent chez les étudiantes qui vont commencer à préparer leur avenir. Je fais des interventions dans des universités, etc., pour porter aussi la voix de ces femmes qui travaillent dans un métier genré. Je suis maman de 4 enfants aussi. Okay. Ça aussi, il faut savoir, avec la plus grande qui a 19 ans aujourd'hui. Okay. Donc, je dirais qu'en fait... Alors, on m'a posé une question une fois, une étudiante qui me disait c'est quoi d'être une femme racisée? Alors, ça m'a touchée parce que je n'ai jamais posé la question. C'était une question très philosophique que je pense qu'il peut être dans un livre. Non, tu sais, un truc de bac, quoi, tu vois, un sujet de baccalauréat, quoi, philosophique. C'est quoi d'être une femme racisée dans une activité très genrée masculin? C'est spécial. C'est spécial. Et puis là, tu vois, ah ouais. En fait, le truc, c'est que j'en ai toujours fait qu'à ma tête. Moi, à l'origine, quand j'étais infirmière, j'ai fait infirmière, ce qu'il fallait que je fasse déjà un truc, mais c'est pas à l'origine, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais. Je voulais être dans la police scientifique. Okay. Très très bonne en physique et en chimie, j'adorais ça. Okay. Sauf que le mot police chez moi, ça a fait un peu flipper tout le monde. Ça a un peu flippé tout le monde. J'ai abandonné ce rêve, entre guillemets, tu vois. Je suis la deuxième d'une fratrie de 6 frères et sœurs, dont 4 frères. Okay.
Et donc, du coup, voilà, culturellement, c'était pas... Je sais pas comment t'expliquer. Oui, j'ai compris. Et donc, il a fallu que je fasse quelque chose de plus féminin, quoi, tu vois. Bien sûr. Et donc, j'étais infirmière. Et puis, ma mère, elle disait pas que j'étais infirmière, tu sais, parce qu'en plus, je suis berbère, du Rif. Donc, notre culture, c'est la famille d'abord. C'est pas la famille chez nous, c'est la famille partout, en fait. La famille d'Hollande, la famille de Belgique, la famille... Et donc, au final, quand elle disait que j'étais infirmière, elle disait pas que j'étais infirmière. Elle disait, je travaille avec les médecins. Tu vois, c'était un high level au-dessus, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, j'ai compris, quand je suis allée vers le métier de chef d'entreprise, je suis allée voir mes parents, je leur ai dit, bon, voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ouais. Je ne rêvais plus être infirmière, voilà, j'adore ce métier, mais je vais le faire autrement, finalement. Et je vais être chef d'entreprise. Quand même, on n'a pas une culture de chef d'entreprise chez moi. Hein. J'ai ma sœur qui est assistante sociale à l'éducation nationale, j'ai mon grand frère qui est ingénieur informatique. Enfin, tu vois, on n'a pas une culture de chef d'entreprise, tu vois. On dit, ah bon, dans quoi? Tu t'attends, je sais pas, tu vas créer un magasin de vêtements, tu vois. Et là, tu te dis, dans les télécoms. Quoi? Ouais, je vais gérer des équipes de gars, quoi. Et puis là, tu te dis, mais... Puis là, tu vois mes parents, je me suis dit, c'est bon, je vais me faire vraiment rayer du livret de famille, pour le coup. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est mort, quoi. Et puis mes parents me disent, ça va pas, comment ça, toutes les études que tu as fait, je n'ai pas fait non plus l'ENA, quoi, tu vois. Voilà, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie me sert aujourd'hui, en fait. Non, mais non, n'importe quoi, tu vas gâcher ton avenir, tu vas faire ça. Je dis, maman, laissez-moi faire, quoi, tu vois. C'est là où tu te dis, on a quand même une culture qui est très présente chez nous, culturellement, où on est dans l'immuabilité, il faut que rien ne change, surtout quand tout va bien. Et que tu fais plaisir à tout le monde. Mais bon, impossible, quoi, tu vois, j'en fais qu'à ma tête. Je crois que c'est le tempérament de fonceuse, peut-être aussi le fait que je suis bélier dans ma vie, qui fait que j'avance. Je me suis pas... j'ai essayé de faire abstraction de tout ça, parce que je me suis dit, j'ai fait ce que tout le monde voulait que je fasse. Au final... J'adore ce que je faisais, mais c'était pas... Voilà, j'étais pas fière de moi, en fait. Les gens étaient fiers de moi, mais j'étais pas fière de moi. Bien sûr. Voilà. Et je me suis dit, je fais abstraction de tout ça. Je sais pas comment j'ai réussi à oublier tout ça, quoi. Tu vois, je suis sortie de là-dedans, tout était rentré dans une oreille, c'est ressorti par l'autre, quoi, tu vois. J'ai dit, non, je vais le faire. Et quand je l'ai fait, j'en parlais pas trop, et au moment où ça commence tu vois, tu arrives 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 salariés, etc. Tu vois, tu as une vie assez paisible et tout, tranquille. Là, tes parents, tu vois, au fur et à mesure, bien sûr. Ça s'accepte. Bien sûr. Voilà, ça s'accepte. T'entends que tes parents sont fiers de toi. Tu vois, quand tu vas à Matignon, quand tu vas à l'Élysée, quand tu vas... tes parents sont fiers de toi. Tu vois tes photos qui circulent de famille en famille, tu vois. Ouais, voilà. Et puis là, tu te dis, c'est fou quand même. J'allais me mettre des barrières, j'allais m'auto-persuader que j'avais pas le droit de le faire. Parce que pour X raisons, tu sais, c'est comme un peu le syndrome de l'imposteur, ou alors le plafond de verre, etc. Tu vois, ou parce que, voilà, t'es une femme racisée, ou tu viens d'un quartier, donc tu vas tout de suite te mettre des barrières dans ta tête. Je peux pas avoir accès à, j'ai pas plus de droits que... Et je m'étais jamais mis ça dans ma tête. J'ai fait vraiment abstraction. Moi, mes parents, ils ont accepté, tout le monde accepte. Tu vois, bien sûr. C'est normal. Tout est normal. Je veux dire, mon mari, avec qui je travaille aujourd'hui, c'est moi la présidente de l'entreprise. Mon mari est très technique. Je prends les décisions à la fin, en concertation avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais au final, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision à la fin. La décision, je la prends, je la respecte. Des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais on essaye de trouver une bonne solution qui fait que, voilà, on est au final d'accord plus ou moins tous les deux. La décision, à la fin, on la prend, tu vois, ou je la prends. Et donc, je m'étais vraiment jamais mis de barrière en me disant, je peux pas, je suis pas capable de, ou parce que je viens de tel quartier, voilà, je viens de Cergy, je viens d'un quartier de Cergy, ou alors je suis raciste, une femme de la diversité. Tu vois, franchement, pour moi, ouais, non, quoi, c'est... Bonjour, voilà, je suis là, je sais faire ça, je sais faire ci, j'ai une équipe qui m'accompagne, ils sont hyper compétents, on sait tout faire entre guillemets, on sait faire ce qu'on fait et on le fait bien.
voilà. C'est ce qui compte. On te ferme une porte, tu rentres par la fenêtre. Tu prends ta chaise, même si on t'invite pas, tu prends ta chaise, tu t'assois, tu t'expliques. Et puis, advienne qui pourra. Mais tu l'as senti quand même, on te fermait la porte ou... Franchement, non. Non, pas forcément. Si je l'ai senti, j'en ai fait abstraction. En fait, c'est ça. Ouais. Il faut pas se mettre dans la tête des idées négatives. Parce qu'en fait, ton cerveau, comment il réfléchit? Ton cerveau, il se dit, si tu lui dis, tu vas le faire, tu vas y arriver. De toute façon, tu n'as pas le choix que d'y arriver. Bien sûr, bien sûr. Tu vas le faire, tu vas y arriver. Non, tu vas le voir, tu vas lui dire, tu vas expliquer. Et puis s'il te donne pas le contrat, c'est pas parce que t'es toi. C'est parce que peut-être que t'as peut-être pas répondu à tel ou tel critère. Point final, tu vois. C'est pas. Enfin, je me mettais jamais de stéréotypes. Voilà. Peut-être qu'il y en a aussi qui se trouvent des excuses aussi par rapport à ça aussi. Des fois, ça peut arriver. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, tu vois. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis pas que c'est pas arrivé. Peut-être même ça m'est arrivé. Bien sûr, tu l'as pas remarqué. En tout cas, on me l'a jamais dit en face. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vois, c'est ça en fait. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que tant qu'on vous le dit pas en face, ne vous mettez pas de choses comme ça dans la tête. C'est déjà assez compliqué. La vie, elle est assez dure. Alors, surtout quand tu es maman, entrepreneur. La vie est déjà assez dure. Si tu commences à même pas commencer et que tu te dis « Ouais, mais si je commence, ouais, mais l'autre, s'il me donne pas le contrat, ouais, mais l'autre, si ça, ouais, mais l'autre, si... » En fait, tu vas rester au niveau en te mettant que des barrières. Tu vois, tu vas plus ressasser le fait que essayer de trouver des solutions sur des problèmes qui n'existent pas finalement, que d'essayer d'avancer. Et après, tu réponds à des problématiques. Tu vois, c'est exactement ça. Et au final, c'est ce que je te dis, l'expérience de ma vie personnelle ou professionnelle fait que j'ai été ce que je suis aujourd'hui. Être une femme racisée, ça peut être problématique, je le conçois, c'est peut-être arrivé clairement, mais il faut savoir une chose, c'est que quand tu as confiance en toi, clairement, quand tu as confiance en toi, tu dégages une confiance pour laquelle la personne en face de toi elle aura confiance en toi. C'est ta confiance qui permet de créer des relations de confiance et pas l'inverse. Il ne faut pas que toi, tu te dises « Est-ce que je peux avoir confiance en lui ou pas ?» Non, tu as confiance en toi. C'est le principal. Tu sais où tu vas. Ça se ressent. Voilà, ça se ressent, c'est tout. Il faut pas... En fait, j'aime beaucoup une phrase de Rockefeller qui dit « Votre destinée ne dépend pas d'où vous venez. Elle dépend de ce qu'on en fait ou de ce qu'on fait. » Donc, pas la peine de se dire, voilà, je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Elle ne dépend pas, ça, de notre destinée. Elle dépend de ce qu'on fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on passe à l'action, forcément, ça entraîne des réactions. Mais si on reste au même niveau à se poser trop de questions, allez, tu n'avanceras jamais dans ta vie. Quoi. Bien sûr, magnifique. Le message est passé. Très beau message. Très beau message. Je t'en prie. et franchement, je pense que ça va inspirer plus d'un et plus d'une. Donc, bravo. Et donc, écoute, c'est une super discussion, franchement, super intéressant. Je pense qu'on se fera un petit épisode 2, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Dans un studio un peu plus climatisé, je te promets. Parce que là, il faut savoir qu'il fait très chaud. On se croirait un peu à Casablanca. Là, c'est même. Hein. Bon, c'était super en tout cas. On a quand même réussi à faire un très beau podcast et je pense que c'est super intéressant. Et je pense que ça va plaire à tout le monde. Merci beaucoup, Leïla. Merci à toi, Yannick. Super. Et on se voit peut-être très bientôt pour un épisode 2, comme on a dit. Pas de problème. Et merci beaucoup à toi. Rendez-vous donné. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode sur ILA26 TV. C'était Yannick. On se voit bientôt pour un nouveau podcast. Salut.